Bon, ce que je vous propose dans cette troisième vidéo qui vous est présentée sur Baudelaire, c'est de reprendre la méthode que je ressasse depuis le début de l'année avec vous. Quand je parle de lecture analytique, je parle de tout ce qui est, tout ce qu'on vous demande au bac, que ce soit une lecture linéaire ou un commentaire. Dans le fond, il faut faire le tour d'un texte. Alors ici, vous avez une fiche qui peut vous aider. Je vais essayer d'agrandir si j'y parviens. Voilà. Je m'appuie en priorité sur ce que je vois ici à gauche, c'est-à-dire les principales dimensions d'un texte. Qu'est-ce qu'un texte essaie de faire? Qu'est-ce qu'un texte essaie de me faire? Il faut prendre le temps de se poser ces questions. Ici, on a longuement ressassé ça, c'est-à-dire dans quel monde me plonge l'auteur? C'est ce qu'on appelle l'effet de réel, ou la fiction. Dans quel sentiment suscite-t-il en moi? Ce sont les émotions. Quel jugement cherche-t-il à partager ou à me faire admettre? Quelle réponse donne-t-il à un problème donné? Et la réflexion, c'est plutôt quelle question me conduit-il à me poser sur moi-même. Donc on voit que ce texte, ici, si on fait ça, ça nous aide beaucoup à formuler une problématique. Je vous propose donc de le faire assez rapidement. Vous avez également dans cette fiche, qui se présente sous forme d'un, vous avez vu, d'un petit schéma carte mentale, c'est aussi un rappel des procédés principaux, un rappel des genres principaux, un rappel des principaux registres également. Là, c'est vraiment votre boîte à outils. C'est pour ça que je vous la mets en pièce jointe. Donc, je la garde dans un coin et je me pose la première question de savoir dans quel univers une charogne, ce texte est assez étrange, me plonge-t-il? Alors, c'est très étonnant parce que, j'enlève la mise en page, voilà. On est au départ apparemment dans un univers bucolique, celui d'une promenade. Et puis brutalement, évidemment, il nous plonge dans les détails les plus infimes et les plus repoussants, les plus réalistes aussi, d'un corps en décomposition. Donc il y a quelque chose d'absolument méticuleux, méticuleusement répugnant dans cette étrange description. Donc on pourrait dire que là, si je réponds à la question dans quel monde Baudelaire me plonge-t-il, on pourrait dire qu'il me plonge tout simplement dans le cœur même d'une pourriture en action. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en même temps se superpose à ce monde-là, se superpose un deuxième monde, on va dire, qui est celui de la musique, des vagues, des rythmes, de l'art, de l'élaboration d'un monde un peu éthéré, sublime, qui sort de cette ordure. Donc vous avez bien compris, la thématique boue et or, elle vient de là. C'est-à-dire que on cherche, tout se résume dans le dernier vers, hein, l'essence divine des choses à l'intérieur d'un univers en décomposition. Donc toute cette divination, c'est un double thème en quelque sorte qui s'installe dans ce texte, c'est-à-dire une sorte d'univers sublime créé à partir d'un univers répugnant. Donc on est parfaitement dans la thématique de la boue et l'or. Donc là, on pourrait dire que finalement, il nous plonge dans les deux à la fois, et que toute l'ambiguïté de ce texte tient à ça. Voilà, donc il y a l'univers de la pourriture et de la corruption auquel se superpose l'univers de l'art, pour simplifier. Deuxième question à se poser, c'est quelles émotions ça suscite en moi. Alors évidemment, il y a une longue... il y a de la répugnance. Je vous ai vu en classe pousser des ah au moment de la lecture, des cris de dégoût presque. Il y a quelque chose qui est de l'ordre effectivement d'une grande violence de la part de l'auteur, qui nous impose une sorte de quasiment de haut le corps ou haut le cœur devant tous ces détails absolument répugnants d'un corps en train de pourrir. Donc il y a ici ce qu'on appelle le registre pathétique. Donc. Oui, puisqu'on est dans la violence, dans le dégoût. Il y a aussi, je crois, il y a quelque chose comme un malin plaisir aussi, une forme d'ironie un peu grinçante, surtout au moment où à la fin on retourne complètement l'idylle et où il dit où vous serez semblable à cette ordure. Il y a quelque chose de presque comique dans la provocation de Baudelaire. C'est satirique.
à un point qui touche au cynisme. Vous voyez, le cynisme, c'est cet art de dire, d'assumer sa méchanceté et de la rendre presque comique. Voilà, donc dans cette exaltation méchante, il y a quelque chose de méchamment comique, de cynique. Donc on est dans une forme de rire très grinçant, très jaune, très inquiétant, qui bien sûr n'a pas tellement plu aux contemporains de Baudelaire. Donc on voyait on mêle différentes sortes d'émotions. On peut se trouver agressé par le poète, et par cette description répugnante, on peut s'assimiler à cette jeune femme qui se promène et qui découvre avec lui la Charonne, mais on peut aussi se mettre de son côté, en quelque sorte, et se mettre à adopter le même rire méchant sur les choses. Qu'en est-il de l'argumentation? Alors là, on retrouve une vieille thématique qui est l'argumentation classique, celle qu'on appelle le memento mori, on en avait parlé en classe. Donc ce memento mori, c'est une manière de dire, rappelle-toi que tu vas mourir. Ici, donc, il y a c'est un discours qui est de l'ordre d'un discours moraliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'un problème d'actualité du temps de, du temps de Baudelaire qui ne concerne que son époque à lui, c'est un problème qui concerne tout le monde, qui est un problème métaphysique, c'est-à-dire la confrontation des hommes à la mort. Ici, on est en plein dedans. Et on peut s'approcher aussi, bien sûr, d'une sorte de carpe diem, on l'avait dit également, c'est-à-dire cette invitation à profiter du jour présent. Mais il ne le fait pas tellement ici. Donc ici, on retrouve une thématique dans l'argumentation, qui est celle du memento mori. Quant à la réflexion, alors là, c'est très intéressant parce que finalement, ce à quoi il m'invite à réfléchir, finalement, c'est mais pourquoi est-ce qu'il est aussi méchant? Pourquoi est-ce que cette femme qu'il appelle mon âme, il prend un malin plaisir à lui faire tout ce mal verbalement, à lui dire qu'elle se transformera en, telle vous serez, elle se transformera en charogne. Donc cette espèce de méchanceté nous conduit à nous interroger sur le rôle de l'artiste. Voilà. Donc à partir de tout ça, vous voyez qu'on peut facilement proposer une problématique qui est donnée en fait par l'objet d'étude. Cette problématique, c'est comment un poète parvient-il à transformer quelque chose de boueux en quelque chose de sublime qui est l'or, donc la boue et l'or. On peut trouver toutes sortes de formulations à partir de là. Peut-être qu'on travaillera là-dessus justement ensemble pour trouver une formulation simple et claire qui serait du genre, tout ça on peut faire très simple, hein, mais comment Baudelaire parvient-il à, à montrer à travers ce poème une sorte de travail alchimique qui est fait par le poète. Comment le poète se transforme-t-il en alchimiste dans ce poème? Ça serait la formule qui résume tout ça. C'est comment il parvient, en fait, à transformer une réalité répugnante en une sorte de métaphore de l'art qui transforme ces choses affreuses en une essence divine et en même temps qui nous renvoie à toute la tradition du memento mori. Voilà. Combien d'étapes dans ce texte? Alors, on en voit plusieurs. La première étape, à mon avis, c'est celle qui va de la ligne 1 à la ligne au secours, 8, c'est-à-dire la découverte de la Charonne, qui est en même temps, deuxième discours parallèle à ce premier discours, l'affirmation d'un poète opposé à la tradition. Donc on aura toujours ce double discours, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça symbolise. Donc qu'est-ce qui se passe? On découvre une Charonne, la découverte, mais en même temps on découvre un poète qui parle de sa posture de poète et qui violemment nous fait comprendre qu'il ne va pas nous raconter des histoires de petites fleurs. C'est assez facile à repérer cette étape puisqu'il n'y a qu'un point et que finalement les deux strophes s'enchaînent, vous pouvez en faire une première partie. La deuxième partie, on voit apparaître le soleil, le ciel, c'est-à-dire on a l'impression que ces deux strophes qui s'enchaînent, encore, nous parlent d'une sorte de contemplation par les éléments de cette pourriture. Il y a le ciel qui s'épanouit, la puanteur, etc. Mais la nature observe ce grand spectacle de la pourriture. On passe ensuite, donc ici il y a une sorte de prise à témoin des éléments. Ce serait le grand 2. Dans un grand 3,
on voit d'un seul coup la multitude qui s'acharne contre cette charogne. Donc les mouches, les vers, etc., les larves, bref, je vous passe les détails. Donc on a une sorte de rappel de toute la multitude, la foule, les gens, la multiplicité des gens qui se partagent ces restes. Et en même temps, on a évidemment l'évocation déjà d'une sorte de rythme. Voilà. Et ce monde, et ce monde en est une étrange musique, donc on pourrait faire une partie avec ça sur, en gros, l'évocation d'une multitude en guerre, etc. La partie suivante évoque très clairement l'art, la musique, le vent, un mouvement rythmique, le rêve, une ébauche, etc. Donc là, on voit que finalement, d'une partie à l'autre, on progresse petit à petit, de plus en plus, vers un univers artistique. Retour brutal, donc ici, il y a tout simplement la transfiguration d'un objet répugnant en un objet artistique. Voilà. Ça serait la partie que je viens de vous dire. Ici, on a un retour brutal, je trouve, au regard des gens matérialistes. C'est-à-dire la chienne semble symboliser ici le bourgeois du XIXe siècle qui est attaché uniquement à ses petits gains, à son petit confort, et qui cherche à ce moment-là à tirer profit de tout cela. Donc ici, ça symbolise bien entendu, enfin pas bien entendu, mais ça symbolise à mon avis le regard un peu bourgeois, le retour à la réalité. Et enfin, on a, pardon, voilà. On a, pour finir, c'est très nettement marqué par le tiret, on a un retour, une sorte de péroraison finale adressée directement à l'aimé, dans laquelle, en fait, il rappelle qu'elle va mourir et il se présente lui-même en tant que poète. Donc voilà, toutes ces différentes étapes, ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez de leur donner un titre. On le fera ensemble jeudi, donc. Et d'ici là, vous avez le temps d'y réfléchir. Voilà. Bon courage à tous. J'espère que cette vidéo vous aide et qu'elle n'est pas trop longue.